signe. Ces deux premières plénières étant terminées, nous allons passer à notre plénière prévue pour cet après-midi. Docteur Anthony de Souza est cette personnalité qui va intervenir. Sachez, mesdames et messieurs, ces étudiants, que Dr Anthony de Souza est enseignant-chercheur à l'université de Caicos, University of Caicos, spécialiste en linguistique et didactique des langues étrangères et en linguistique appliquée, formateur des formateurs auprès du PEF Ghana et de l'Alliance française Ghana, secrétaire des affaires francophones au ministère de l'Éducation au Ghana. Il est aussi spécialiste en TIS, attendé par la technologie de l'information et de la communication en éducation. Il est aussi coordinateur du projet des ateliers de traduction et d'interprétariat, événement qui nous réunit ici ce jour. Si le docteur de Souza est prêt, nous l'écoutons avec impatience. Allô? Ok. Bon, merci pour l'honneur de vous présenter sur le thème de l'éthique et la bonne pratique dans la traduction et l'interprétariat en entreprise. Donc, mesdames, messieurs, chers collègues, distingués invités, c'est pour ce thème que je vais aborder en effet une question épineuse de la traduction. Il s'agit du rôle de l'éthique dans la traduction d'entreprise. Dans un monde globalisé où les entreprises transcendent les frontières culturelles et linguistiques, la traduction joue un rôle essentiel. Les organisations bilingues ou multilingues s'appuient sur des traducteurs ou des interprètes pour garantir une communication fluide, pertinente et respectueuse des sensibilités culturelles. Cependant, cette tâche noble n'est pas sans défi et le respect d'un code éthique devient primordial. Après tout, traduire un document d'entreprise n'est pas comme traduire une carte de résident. Si une erreur peut provoquer une mauvaise commande, imaginez son impact sur un contrat. Cette communication explore le rôle de l'éthique dans la traduction en entreprise, propose des lignes directrices et examine des cas réels de dilemme et violation. Dans les organisations bilingues, où plusieurs langues coexistent au quotidien, la traduction ne se limite pas au transfert d'informations d'une langue à une autre. Elle devient un vecteur d'unité et de division selon la qualité et l'intégrité des traductions. Elle doit refléter la mission, la vision et les valeurs de l'entreprise. La qualité d'une traduction peut renforcer la crédibilité d'une organisation ou au contraire miner sa réputation. Un exemple classique est celui des multinationales opérant dans des contextes culturels variés. Une erreur de traduction
ou une mauvaise interprétation peut entraîner des malentendus majeurs, des tensions internes ou même des poursuites judiciaires. Dans certaines entreprises, par exemple, comme une note du mot, la traduction d'une politique RH est si mauvaise qu'elle pourrait transformer un congé payé en congé forcé. Imaginez la panique au bureau. Contexte des organisations bilingues. Mesdames, Messieurs, les organisations bilingues se développent dans un monde où la diversité linguistique et culturelle est à la fois une richesse et un défi. Dans ces entreprises, le rôle de la traduction dépasse largement la simple conversion des mots d'une langue à une autre. La traduction devient un outil stratégique pour garantir la fluidité de la communication interne et externe, renforcer la compréhension mutuelle entre les parties prenantes et promouvoir une image cohérente et professionnelle de l'organisation. Donc, au niveau de la diversité linguistique dans les entreprises, les ONG internationales ou même les administrations publiques dans des contextes multilingues comme au Canada, en Belgique, en Côte d'Ivoire et même au Ghana, sont confrontés quotidiennement à la coexistence de plusieurs langues. Par exemple, une entreprise basée au Québec doit respecter les lois sur la langue française tout en répondant aux besoins d'une clientèle anglophone. Dans ces cas, la traduction joue un rôle clé pour éviter des incompréhensions qui pourraient nuire aux relations professionnelles. Un autre exemple concret est celui des manuels d'utilisation ou des politiques d'entreprise. Une mauvaise traduction pourrait entraîner des erreurs opérationnelles ou même des accidents. Imaginez un guide de sécurité traduit de façon approximative. Les conséquences pourraient être très graves, tant pour les employés que pour l'entreprise. Le rôle central des traducteurs dans les organisations internationales est bilingue. Dans une organisation bilingue, les traducteurs sont souvent les gardiens du sens. Leur rôle ne se limite pas à transposer des mots, mais à s'assurer que le message initial est compris de manière équivalente dans la langue cible. Cela inclut la prise en compte des nuances culturelles, des différences de terminologie et des attentes spécifiques du public cible. Par exemple, traduire le mot anglais stakeholders en français peut poser un défi selon le contexte. Le terme peut désigner des actionnaires ou ce qu'on appelle shareholders, des parties prenantes ou bien des collaborateurs. Un traducteur inattentif risque de semer la confusion, tandis qu'un professionnel compétent saura interpréter le sens adéquat en fonction du texte et de l'audience. Alors, quels sont les défis liés à la traduction dans un environnement bilingue? On a des défis comme celui des organisations multinationales ou des institutions publiques qui sont liés à des facteurs linguistiques, des défis liés à des facteurs culturels, stratégiques et technologiques. Leur gestion efficace est essentielle pour garantir une communication fluide, éviter les malentendus et préserver l'image de l'organisation. Donc, le premier défi dont je vais parler en termes de communication interne fluide. Dans une organisation bilingue, les documents internes, comme les comptes rendus, les présentations ou les mémos, doivent être traduits pour garantir que tous les employés, quelles que soient leurs compétences linguistiques, aient accès eux-mêmes aux informations. Par exemple, une communication mal traduite concernant un changement organisationnel peut créer des malentendus et une baisse de la confiance des employés. On a des défis également au niveau des nuances linguistiques
et terminologiques. Chaque langue a ses propres spécificités syntaxiques, grammaticales et lexicales. Traduire un document ne consiste pas seulement à remplacer des mots d'une langue à une autre. Cela nécessite une compréhension fine des nuances des deux langues. Donc, on a l'exemple des faux amis. En anglais, le mot eventually, qui signifie finalement. Mais en français, éventuellement signifie peut-être. Donc, en français, éventuellement signifie peut-être. Une mauvaise compréhension de cette nuance peut causer des erreurs embarrassantes dans les communications officielles, car réelles. Une entreprise a traduit "We will eventually meet our goals" par "Nous atteindrons éventuellement nos objectifs", ce qui suggérait une incertitude plutôt qu'une certitude. On a aussi le cas des terminologies techniques. Dans certains domaines comme l'informatique ou le droit, les termes techniques peuvent ne pas avoir d'équivalent direct dans la langue cible. Exemple du terme cloud computing est souvent traduit par informatique en nuage. Et là, on perd le sens. Informatique en nuage. Voilà. Donc cette traduction peut pas être immédiatement comprise par certains publics francophones. Donc il faut rechercher l'équivalent dans le milieu francophone pour dire cloud computing. Voilà. En fait, j'avais affaire à des étudiants. On a un cas pareil où j'avais posé la question: comment est-ce qu'ils vont traduire mobile money? Donc au Ghana, on dit mobile money ou bien Momo. Voilà. Et ils me disent l'argent mobile. Je dis, mais bon, l'argent mobile, c'est bien, mais est-ce que le locuteur de l'autre côté va pouvoir comprendre ce que c'est? Parce qu'ils ont leur manière de le dire. On a aussi des défis au niveau des différences culturelles. La langue n'est pas seulement un outil de communication, elle est aussi un vecteur de culture. Lorsqu'un message est traduit, il doit être adapté pour tenir compte des sensibilités culturelles de l'audience. Donc, le cas de la traduction d'un slogan publicitaire ou une campagne marketing peut être particulièrement complexe dans ce contexte. Par exemple, un slogan humoristique en anglais pourrait perdre tout son impact, voire être mal interprété en français. Donc, en note d'humour, j'ai l'exemple: garder l'esprit du texte source, c'est parfois se demander: dois-je traduire l'humour pour laisser les gens perplexes? Voilà. Donc, exemple d'humour et d'expression idiomatique. On a traduit une expression idiomatique ou un jeu de mots peut être particulièrement complexe. Par exemple, en anglais, killing two birds with one stone. Faire d'une pierre deux coups. Vous voyez, donc l'équivalence ne correspond pas. Donc ça peut être mal perçu dans certaines cultures de traduire littéralement killing two birds with one stone. Donc la solution, le traducteur doit choisir une expression équivalente, comme faire une pierre d'une pierre deux coups, ou reformuler complètement le message pour éviter tout malentendu. On a le cas des adaptations des références culturelles. Et on a l'exemple d'une publicité anglaise évoquant Thanksgiving. Voilà, donc dans notre culture, Thanksgiving, est-ce qu'on a Thanksgiving voilà, dans notre culture, voilà. On n'a pas ça. Donc ça n'aura pas de sens pour un public français où cette fête n'existe pas. Donc le défi est, on a aussi un autre défi lié à la neutralité linguistique dans des contextes sensibles.
Dans des environnements où plusieurs langues coexistent, comme dans les institutions internationales ou les pays bilingues, les textes doivent être traduits sans favoriser une langue ou une culture. Elle doit refléter une neutralité stricte. Cela inclut l'utilisation de termes non biaisés et la représentation équitable des concepts dans les deux langues. Et cela nécessite une maîtrise parfaite des subtilités des deux langues. Exemple de documents officiels européens. Des documents de l'Union européenne sont traduits dans 24 langues officielles et chaque version doit être juridique, vraiment équivalente. Et cela demande une précision extrême, car la moindre différence peut avoir des implications légales importantes. Donc on a le défi de traduire le mot anglais « shall » en français. Donc les documents juridiques empruntent le verbe « shall ». Donc cela nécessite de choisir entre devra, obligation stricte, ou bien devrait, obligation morale, selon le contexte. On a aussi un exemple canadien sur la loi sur les langues officielles. Au Canada, toutes les communications gouvernementales doivent être disponibles en anglais et en français avec la même qualité. Une version mal traduite peut être perçue comme un manque de respect envers la communauté linguistique minoritaire. Un autre défi concerne les enjeux stratégiques et la cohérence. Dans des environnements bilingues, il faut maintenir une cohérence entre les différentes versions linguistiques des documents. Cela est particulièrement vrai pour les documents stratégiques ou juridiques, où une incohérence peut entraîner des pertes financières ou des conflits. Exemple de contrats commerciaux. Un contrat bilingue avec des différences entre les versions linguistiques peut poser problème en cas de litige. Si une clause est interprétée différemment dans les deux langues, cela peut mener à une confusion juridique. Et aussi l'exemple de la communication interne. Si une note de service est traduite de manière approximative, certains employés peuvent comprendre des informations différentes de celles de leurs collègues. Cela peut nuire à l'harmonie et à la disponibilité. On a des défis liés au délai, où les entreprises ont des délais serrés, ce qui peut compromettre la qualité de la traduction demandée. Alors, les traducteurs doivent alors trouver un équilibre entre rapidité et précision. Et l'exemple d'utilisation des outils de traduction automatique est pertinent. Les entreprises utilisent de plus en plus des outils comme Google Translate, des logiciels de traduction assistés pour accélérer le processus. Donc, l'intelligence artificielle aussi vient dans ce sens. Cependant, ces outils peuvent générer des erreurs, surtout pour des textes complexes et sensibles. Un exemple de cas réel d'une entreprise qui a utilisé un logiciel automatique pour traduire une présentation de produit. Mais les termes techniques étaient mal rendus, ce qui a nuit à la crédibilité du message. Et finalement, on a les dilemmes éthiques du traducteur, ce qui est un défi. Les traducteurs doivent parfois faire face à des dilemmes éthiques. Ces situations exigent de prendre des décisions qui ne sont pas toujours évidentes. On a l'exemple d'une traduction d'un contenu controversé. Est-ce que le traducteur doit refuser la mission au risque de compromettre sa relation avec l'entreprise? Donc, le défi, c'est de préserver sa neutralité tout en restant fidèle au texte source. On a aussi des exemples d'adaptation excessive.
Jusqu'où un traducteur peut-il aller pour adapter un contenu à un public cible sans déformer le sens original? Ce dilemme est particulièrement aigu dans le cas des slogans publicitaires ou des discours politiques. Maintenant, nous allons aborder, chers auditeurs, l'éthique au cœur du travail des traducteurs. Donc, c'est l'objet central de cette présentation. Dans le contexte que nous venons de présenter, nous nous apercevons que l'éthique est cruciale. Le traducteur agit souvent en tant qu'intermédiaire de confiance. Par conséquent, il doit respecter un code déontologique qui garantit la fidélité, la confidentialité et l'équité dans son travail. L'impact d'une traduction éthique va au-delà des mots. Il s'agit de préserver la réputation de l'entreprise, de respecter les droits des parties impliquées et de renforcer la cohésion au sein de l'organisation. Par exemple, dans une affaire célèbre, RC Mac, une ambiguïté dans la traduction des termes juridiques entre le français et l'anglais a mené à des interprétations contradictoires par les tribunaux. Cette affaire illustre à quel point l'exactitude de la traduction est essentielle dans des domaines sensibles. Code déontologique du traducteur en entreprise. Mesdames, Messieurs, le rôle du traducteur en entreprise ne se limite pas simplement à la conversion linguistique d'un texte d'une langue à une autre. Le traducteur joue un rôle fondamental dans le maintien de l'intégrité, de la cohésion et de la réputation de l'entreprise. Ses responsabilités éthiques sont multiples et essentielles pour garantir une communication claire, précise et respectueuse de toutes les parties impliquées. Ces responsabilités doivent être guidées par un code déontologique qui protège non seulement l'entreprise, mais aussi les individus et les communautés auxquelles la traduction s'adresse. Donc, je vous présente quelques principes fondamentaux de ce code déontologique. Le premier principe, c'est la fidélité au contenu original. Donc, en texte, on en a parlé. La traduction doit transmettre l'intention et le sens du texte sans omission ni ajout superflu. Un traducteur se doit de respecter le message, le ton et le sens original du texte, tout en le rendant compréhensible pour le public cible. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Traduire fidèlement sans interprétation personnelle, s'assurer de comprendre pleinement le contexte avant de traduire, rechercher des informations pour clarifier tout élément ambigu, utiliser des sources fiables pour résoudre les ambiguïtés linguistiques, éviter de reformuler pour simplifier, sans l'approbation de l'entreprise, documenter toutes les ambiguïtés rencontrées et demander des clarifications. Donc voilà quelques exemples qui permettent d'assurer la fidélité. Deuxième point, la confidentialité. Le traducteur, particulièrement dans le cadre de la traduction de documents internes à l'entreprise, doit s'engager à respecter la confidentialité des informations traitées. Cela inclut la protection des données personnelles, des informations financières sensibles et des stratégies internes. Exemple, lors de la traduction d'un rapport stratégique ou d'un document relatif à une fusion-acquisition. La divulgation non autorisée de ces informations pourrait causer de graves dommages à l'entreprise en termes de concurrence ou d'image publique. Un traducteur doit donc être particulièrement vigilant lorsqu'il manipule des documents sensibles, notamment dans les secteurs du droit, de la finance ou de la santé.
j'ai en fait recherché des cas réels et je vais vous exposer quelques conséquences de cette violation. Troisième élément du code déontologique concerne les compétences linguistiques et professionnelles du traducteur. La compétence en traduction est l'expertise requise dans les domaines spécifiques ainsi que la maîtrise des outils de traduction modernes, comme les logiciels de traduction assistés par l'ordinateur et les bases de données terminologiques. Une traduction incorrecte ou inexacte, notamment dans des domaines spécialisés comme le droit, la santé, peut avoir des conséquences graves tant pour l'entreprise que pour ses clients ou partenaires. Par exemple, dans un environnement juridique, une mauvaise traduction des contrats peut avoir des répercussions juridiques majeures, comme l'invalidation d'accords commerciaux ou des litiges longs et coûteux. Alors, on vous demande d'accepter uniquement des projets correspondant à vos compétences linguistiques et techniques. De ne pas traduire un document dans une langue qu'on ne maîtrise pas parfaitement et puis d'être transparent sur vos limites professionnelles. J'ai eu ce cas où le responsable du service juridique de l'université a voulu m'entraîner dans un procès au Mali pour la traduction juridique. Je lui ai dit clairement que ce n'est pas mon domaine, que je ne peux pas le faire. Voilà. Parce que je ne maîtrise pas. Bien. On a aussi le cas de la clarté et précision. Donc la clarté et précision, c'est aussi dans le code déontologique. Il s'agit d'adapter les termes techniques au public cible tout en respectant le sens original. Il faut vérifier l'exactitude des termes techniques et la consultation des experts est essentielle pour clarifier des termes techniques ou juridiques. Parfois, même cette clarification vous donne le contexte d'utilisation de ces termes techniques. Voilà le contexte culturel, le contexte professionnel. Donc sans ces apports, c'est difficile de restituer correctement. On a la neutralité et l'impartialité du traducteur. Il doit impérativement conserver une position neutre, sans laisser ses opinions personnelles influencer la traduction du texte, sans apporter de jugement ou de biais, et ce même dans des contextes où le contenu pourrait être controversé. Dans certains cas, un traducteur peut être confronté à un texte qu'il trouve offensant ou contraire à ses valeurs personnelles. Cependant, sa mission reste de transmettre fidèlement le message sans jugement. Dans le contexte d'une entreprise multinationale, un traducteur peut être amené à traduire des discours politiques ou des déclarations de dirigeants qui ne correspondent pas à ses valeurs. Il doit rester objectif et transmettre exactement ce qui est écrit sans altérer le ton ni les propos. On a le respect des délais et des exigences contractuelles, le cas que j'ai déjà évoqué, et la gestion des délais. Et cela ne veut pas dire qu'il faut rendre un travail médiocre. Voilà, parce que l'entreprise veut le document. Et donc, c'est également un des éléments. Donc, il peut être soumis à des pressions pour livrer rapidement, ce qui peut entraîner des compromis sur la qualité. L'éthique exige que la qualité ne soit jamais sacrifiée pour la rapidité. Donc, soyez transparent avec votre client. Si des problèmes de la sorte surviennent pendant la traduction. Et respectez les délais sans sacrifier la qualité.
je donne par exemple l'exemple des employés qui sont bilingues et qui se retrouvent parfois avec des documents en anglais. On vous dit, ah, c'est vous qui parlez anglais dans le bureau, alors traduisez. Mais on veut ça dans une heure. Et parfois, nos autres départements de français de l'université de l'Écosse, on a ce genre de problèmes et on se dit, c'est pas comme boire de l'eau, c'est pas quelque chose de facile. Donnez-nous le temps de faire. Et il y a tellement de pression, mais quand le document n'est pas prêt, c'est pas prêt. Mais on sait comment les entreprises sont pressées. Parfois trop pressées pour avoir des rendements. Donc, vous allez vous retrouver dans ces situations, mais soyez transparents et dites. Surtout si vous avez affaire à un document technique, là c'est encore plus. On a aussi dans le code déontologique l'intégrité et la transparence dans le processus de traduction. L'intégrité professionnelle est un pilier fondamental du travail du traducteur. Dr. Chanel dit, et vous devez être honnête et transparent tant envers votre client que dans vos pratiques professionnelles. Et cette intégrité implique de rendre un travail de qualité, mais aussi de reconnaître ses erreurs et d'apporter les corrections nécessaires, même après la livraison du travail. Il arrive que, voilà, on trouve des erreurs ou bien un contresens quelque part. Oui, ça peut arriver. Et aussi l'intégrité inclut la gestion transparente des conflits d'intérêts et l'absence de plagiat ou de falsification. Donc le cas de conflit d'intérêts c'est un cas aussi très marquant où vous avez soit un intérêt quelconque ou bien le document un peu comme demande, voilà, et vous implique quelque part. Et donc vous ne voulez pas apporter vos jugements ou bien falsifier, vous dites non, ça, donnez ça à quelqu'un d'autre. Voilà. Par exemple, un traducteur remarque, si un traducteur remarque une incohérence dans la traduction d'un texte après l'avoir remis, il doit informer son client de cette erreur et proposer une correction immédiate. Donc, on nous demande de refuser les missions qui pourraient poser des problèmes éthiques, de ne pas accepter des projets impliquant des conflits d'intérêts, notamment traduisant pour plusieurs parties opposées. Ouais, donc, dans le cas d'entreprise où, voilà, vous savez que vous avez affaire à des concurrents et il y a des informations stratégiques qui sortent dans les documents. Ah, si c'est un cas de conflit, surtout que bon, vous êtes plutôt lié à l'une des entreprises qu'à l'autre. Ça peut porter problème. Voilà. Refuser toute demande de falsification ou manipulation du texte source. Là, de ce cas relève de votre employeur peut-être, qui vous demande, ou bien du demandeur de la traduction, de mettre quelque chose qui n'est pas dans le document original. Donc ça aussi, il faut éviter. Informer l'entreprise en cas de difficulté à traduire un terme. Indiquer les modifications importantes dans le document traduit. Un autre élément, c'est le respect des normes éditoriales, où il faut respecter la mise en page et le format original. On a aussi le respect des normes culturelles, où il faut tenir compte des différences culturelles pour éviter les malentendus et respecter les conventions culturelles et légales de la langue cible. Et on a aussi un élément important du code déontologique qui est la formation continue du traducteur.
Un traducteur d'entreprise doit non seulement maîtriser les langues sources et cibles, mais aussi être compétent dans les domaines spécifiques du texte qu'il traduit, juridique, technique, médical. L'éthique de la traduction impose donc une mise à jour constante des compétences pour répondre aux exigences du métier. La formation continue et l'auto-évaluation sont des éléments essentiels pour garantir que les traducteurs maintiennent un haut niveau de compétences. Donc, il faut se former régulièrement sur l'évolution des langues et des terminologies de votre secteur. Il y a beaucoup qui vont, au fil du temps, de nouvelles terminologies qui vont émerger dans le domaine. Il faut les savoir. Enfin, le dernier point du code déontologique, c'est l'utilisation des outils de traduction assistée. Il faut vérifier si les traductions générées automatiquement pour éviter les erreurs. C'est le travail du traducteur de relire, d'éditer pour ne pas laisser passer certaines erreurs, mais aussi par rapport à ces outils dont je vais parler dans mon intervention pendant les ateliers. Il y a aussi des outils qui ne sont pas sécurisés. Ça veut dire que si vous mettez un document stratégique dans cet outil, là, tout informaticien en herbe ou bien ce qu'on appelle les hackers peuvent facilement avoir accès à ce document et l'utiliser contre l'entreprise. Donc, connaître des outils qui sont sécurisés, il ne faut pas copier et coller dans n'importe quel. Ça peut poser des problèmes. Donc, par rapport à ça. Voilà, dans la conclusion, je vais parler de cas de violation du code déontologique, quelques cas de violation. J'ai choisi des cas dans le domaine de la santé, et des cas dans le domaine de la technologie, donc je vais en parler. Donc, dans le domaine de la santé, on a le cas de la violation des normes de sécurité et de confidentialité. En 2019, un traducteur médical a commis une erreur en traduisant un manuel d'utilisation pour un dispositif médical, confondant deux termes similaires concernant les dosages. Cette erreur a conduit à des prescriptions incorrectes menaçant la santé des patients. L'entreprise a dû rappeler des milliers d'unités du produit et effectuer des tests de contrôle qualité supérieure. Un audit interne a révélé que les traducteurs n'avaient pas vérifié ces références techniques, ce qui a violé les normes de sécurité. Donc, pour conséquence, la responsabilité de l'entreprise a été mise en cause, le traducteur a été licencié et l'entreprise a dû payer des compensations financières aux patients affectés. L'incident a soulevé des questions d'éthique sur la gestion de la traduction dans le secteur médical, menant à des réformes dans la certification des traducteurs médicaux. Donc voilà un cas. La source, c'est sur l'Internet, Medical Translation and Ethics, et Critical Review. Dans le domaine de la technologie, on a le risque de biais et de manipulation. En 2019, une entreprise de logiciels a confié la traduction d'un manuel technique destiné à un nouveau produit à un traducteur non qualifié dans le domaine informatique. Le traducteur n'ayant pas compris la terminologie spécifique a modifié des instructions essentielles, ce qui a entraîné une mauvaise utilisation du produit par les utilisateurs. Le manuel a été publié en plusieurs langues et des erreurs dans la traduction ont été identifiées par les utilisateurs après son déploiement. Conséquence, l'entreprise a dû rappeler le produit et revoir la documentation traduite. Le traducteur a été accusé d'avoir manqué de diligence
en ne se formant pas à la terminologie technique spécifique. Ce cas a conduit à la révision des critères de sélection des traducteurs dans l'industrie technologique. Donc, la source, c'est The Role of Accuracy in Technical Translation. Je vous donne le cas des finances. La traduction erronée de documents financiers. En 2017, un cabinet de traducteurs a mal interprété des termes spécifiques dans un rapport financier, modifiant l'évaluation des actifs de l'entreprise. La traduction erronée a conduit à une fausse déclaration des finances de l'entreprise lors de sa présentation à des investisseurs, ce qui a entraîné des poursuites pour fraude. Conséquence, le cabinet de traduction a été poursuivi en justice pour négligence professionnelle. L'entreprise a fait face à des sanctions et une perte de confiance de ses investisseurs. Le cas a mis en évidence l'importance de la certification des traducteurs dans les domaines financiers. Donc, le cas de la religion, on a eu le cas de la traduction des textes sacrés, c'est-à-dire du Coran, qui a également eu des conséquences graves. On a la traduction juridique, donc le cas de l'interprétation d'une clause clé dans un contrat commercial, ce qui a permis à une des parties de se désengager du contrat de manière abusive. Cette erreur a provoqué une longue bataille juridique et ça a eu des conséquences. Et puis, le cas du domaine de la sécurité, donc des procédures de sécurité, où un traducteur a mal traduit des instructions de sécurité dans un manuel de procédure pour une compagnie aérienne, en changeant des instructions vitales sur la gestion des urgences. Cette erreur a conduit à des incidents mineurs, heureusement sans conséquences majeures, mais a été détectée après une révision interne. Donc, heureusement que ça a été détecté avant, si c'était peut-être en urgence dans l'air. On imagine ce que ça va donner. Voilà. Donc, pour finir, on va parler des dilemmes du traducteur qui peuvent conduire à violer le code de déontologie. Par exemple, accepter un projet sous-payé. Donc, parce qu'on ne vous paie pas bien, vous dites, bon, je vais rendre un travail médiocre. Voilà. Ou bien, oui, je vais faire ça, puisque je ne vais pas perdre le client. Mais vous acceptez, mais vous faites un travail. Adapter une blague culturelle dans un document d'entreprise, c'est aussi un dilemme. Il faut adapter. On risque de perdre ou de déformer l'intention originale. Décider d'une traduction littérale ou interprétative. Donc, traduire une politique d'entreprise sexiste dans un autre pays. Traduire des termes ambigus dans des contrats. Traduire un discours politique en restant neutre. Traduire un contenu offensant pour certaines cultures. Utiliser des euphémismes dans des rapports critiques. Ok? Donc voilà quelques cas auxquels, quelques situations auxquelles les traducteurs peuvent s'exposer. Et il s'agit de vous référer toujours au code déontologique pour rester dans la norme. Monsieur le Président de la séance, mesdames et messieurs, l'éthique dans la traduction d'entreprise n'est pas un luxe, mais une nécessité. Un traducteur éthique est non seulement un professionnel compétent, mais aussi un garant de la confiance dans l'écosystème organisationnel. C'est un sujet vaste qui mérite une réflexion approfondie. Entre respect des normes déontologiques, adaptation
culturelle et pression organisationnelle. Le traducteur doit naviguer dans un véritable champ de dilemme. Que doit-il privilégier? Est-ce la fidélité au texte ou l'adaptation culturelle? La neutralité? Faut-il alors imposer des certifications éthiques obligatoires aux traducteurs d'entreprise? Ces questions restent ouvertes et ouvrent la porte à un débat nécessaire pour mieux définir les responsabilités des traducteurs dans un monde interconnecté. Donc, pour nourrir votre réflexion, je vous laisse une ou deux citations sur l'éthique de la traduction. La première citation vient de Norman Shapiro qui dit: une mauvaise traduction est comme une vitre sale. Elle laisse passer la lumière mais déforme tout ce que l'on voit. Donc réfléchissez à cette citation. Voilà. Et l'autre citation de Jeffrey Samuelson Brown: une bonne traduction est invisible. Une mauvaise traduction devient inoubliable. Je vous remercie. Merci. Docteur D'Souza. Nous allons passer à la série de questions. Et si il y a des personnalités ou des étudiants qui ont des questions ou des propositions, vous allez me répondre. Ici présent. Je me prénomme Fofana Myriam Malika. Vous avez, dans votre intervention, vous avez dit la traduction fait référence à la confidentialité. Vous avez dit que la traduction, vous avez dit le traducteur doit avoir une leçon de la confidentialité. Donc j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut réellement avoir confiance à un traducteur ou bien il y a les moyens pour pouvoir détecter la confiance, sa loyauté? Vous le remercie. Est très importante. Comme on l'a expliqué, les documents auxquels vous avez accès sont des documents parfois stratégiques, des documents internes qu'il ne faut pas divulguer à autrui, même en parler en public, parce que vous devenez la source de la fuite au cas où. Donc mon collègue vous a donné le cas de la journaliste de BBC qui a voulu sortir quelque chose de son nez par rapport à tirer le verre du nez par rapport à ce qui se discute en secret. Donc, le traducteur ne doit rien dire. On garde la confidentialité. Et c'est pour ça que le code déontologique nous impose, nous donne cette règle. La première, c'est la confidentialité. Ni vue, ni connue. D'accord. On peut faire confiance aux traducteurs. Donc, tous les traducteurs qui sont formés, qui sont assermentés, connaissent ce code, connaissent cette règle. Et c'est pour ça qu'il faut faire confiance. Merci docteur pour la brillante formation. Que j'ai vécu en fait. Il s'agit du contenu controversé. Voilà, parlons de l'éthique. Et j'ai fait une traduction pour une entreprise et les chiffres qui étaient dans le document original étaient donc là, donc c'est ce que j'ai transcrit dans la traduction, et la directrice m'appelle pour modifier un montant. Bon, j'ai un peu hésité, voilà, parce que ça ne figure pas dans le document.
Il faut mettre ça. Bon, finalement, j'ai fait, mais j'ai eu peur parce que j'ai fait, mais je n'avais pas de preuves puisque moi je garde toujours les sources de traduction. Or là, on m'a appelé, je n'ai pas enregistré la conversation et j'ai modifié. Donc, quand ça se présente pour la prochaine fois, quelle attitude avoir? En même temps, préserver un client, vous voulez le gain de l'argent et puis il y a d'autres considérations. Mais vous savez que voilà la responsabilité, qui prend la responsabilité de l'acte en fin de compte. C'est là où se situe. Moi je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut reconnaître que, en plus de la formation pratique, dans tout ce que nous appelons profession, ce qui définit le professionnalisme, c'est la déontologie, les règles de conduite. Et les règles de conduite permettent de définir le sacré de la profession. C'est ça qui fait le mystère de la profession. Donc, ne pas respecter ces règles, eh bien, c'est détruire la confiance que doit générer cette profession dans la pratique. Donc, en principe, vous avez violé la déontologie et je vous prononce coupable. Il faut tout simplement désister, dire non, que ça ne peut pas se faire. On traduit ce qui existe. On vous a donné un document. Donc il faut respecter ce qui est dans le document. Il y a l'image, il y a la dignité voilà. protégée. Oui. Oui. Donc vous n'auriez pas dû accepter, quelle que soit la situation. Parce qu'il faut avoir une preuve de ce que vous avez présenté dans le document. Si on, par exemple, la compagnie avait été traduite dans le justice et on vous demande de venir témoigner, qu'est-ce que vous allez dire? La directrice peut dire que non, 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 je vous ai donné un document, c'est vous qui avez produit ceci. Donc il faut être très prudent dans le respect de la déontologie de notre profession. Merci. Bonsoir, monsieur le docteur. Je présente, moi c'est Cyril Funigui, élève à l'université. Je voudrais me prononcer ici en ce thème en disant le traducteur, il exerce dans son domaine, il détient des informations. Ces informations-là, pour que d'autres personnes veulent de ces informations-là, il va savoir si il a un suivi de sécurité, parce qu'il détient des informations qu'il ne devait pas. Pour sa propre sécurité, est-ce que l'entreprise ou l'atelier pour lequel il travaille lui donne de la sécurité, ou bien c'est lui-même qui prend en charge de lui-même sa propre sécurité? Parce que même, il vous donne peut-être un ordinateur, c'est-à-dire il faut travailler avec tel matériel sur tel réseau. Et ce matériel, tant qu'il est que c'est sur vous, on sait où vous êtes. Voilà, parce que l'information ne doit pas fuir. Et puis, c'est pas, en fait, c'est pas possible de copier l'information à partir du matériel qu'on vous a remis. D'accord? Donc, il y a des entreprises où des informations sont tellement sensibles. On a eu le cas que le docteur Yoro a présenté, où il devait faire la traduction sur place en 24 heures, dans un camp militaire ou avec tout ça, voilà, vous êtes comment est-ce qu'on dit, restreint, comment est-ce qu'on dit, restreint, vous êtes restreint. Voilà, vous êtes restreint, donc c'est pour protéger aussi l'information. Mais bon, dans des cas généraux, on fait confiance. Mais dans d'autres cas, on vous fait signer un contrat de confidentialité. Au cas où l'information fuit, on vient à vous. Voilà. C'est aussi pour protéger l'information que vous traduisez.
Voilà, M. Cassien a compris. Protège. Déjà dans les formations, on leur apprend à rédiger ce qu'on appelle des CA et des NDA, donc Confidential Agreement et des Non-Disclosure Agreement, donc des accords de non-divulgation. Les traducteurs sont enseignés à cela dans l'éthique déjà, de savoir rédiger cela, et que certaines entreprises vont leur faire rédiger cela pour la protection de leurs données. Donc s'il y a fuite, du coup, c'est vous parce que vous avez signé un contrat. Et d'autres entreprises même protègent les données à travers les ordinateurs. Je donne un exemple pour Walter Consulting en Allemagne, avec qui j'ai travaillé. Mais quand ils sont partis, les fichiers se sont détruits. Je n'avais plus accès. Donc ils ont utilisé des techniques informatiques pour détruire les fichiers après leur départ, par exemple. Donc les entités sont conscientes de cela. Et dans le domaine de la traduction, les CA, les NDA sont beaucoup utilisés pour se protéger à cela. Mais de nos jours, comme les participants vont bien sûr le vivre avec le professeur de Souza, le docteur de Souza qui va même intervenir dessus, on les forme à déjà rédiger cela, à comprendre leurs existences, pour ne pas être surpris quand l'entreprise dira mais il y a tel enseigné, comprendre que ça fait partie de sa formation, il n'est pas surpris. Donc ça existe et c'est très 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 utilisé. J'en ai signé beaucoup. Merci. Étudiant à l'UMSP aussi. Bon, ma question se réfère au sujet des blagues. Tout à l'heure, vous avez parlé des blagues qui sont dans les textes et que la personne se doit de faire en sorte de référer la blague dans la langue qui convient. Maintenant, si la blague n'a pas de référence, sommes-nous obligés de l'écrire encore ou bien on peut la supprimer? Parce que c'est une blague, donc c'est pas très important. Ce que je veux dire en tout cas. Donc je me demande si on peut supprimer des titres qu'on considère non pas importants ou bien on doit laisser le texte dans son originalité. Quand nous traversons la frontière culturelle dans un autre contexte, ça peut donner toute une autre interprétation, même être offensif. En ce moment, c'est là où le traducteur a un problème. Est-ce qu'il faut traduire, être fidèle, ou bien complètement l'ignorer, peut-être enlever cet élément de la traduction? Okay. Et aussi, est-ce que parfois il existe un équivalent dans l'autre contexte qui permet de rendre cette blague pour que ça soit perçu de manière acceptable? C'est là où et c'est pour ça qu'il faut faire des recherches et puis faire des consultations. Mais on ne recommande pas d'enlever la facilité, de complètement supprimer ces éléments-là parce que selon le traducteur, je ne trouve pas ça important. Voilà, ça aussi c'est quelque chose dont j'ai parlé à éviter. Voilà. Mais on peut avoir recours à des notes de page, des notes. On peut expliquer. Vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est très délicat. Vous avez fait des recherches, vous ne trouvez pas. Mais il ne faut pas supprimer. Ça me fait penser à un étudiant que j'avais à l'université de Kilkos. Quand il traduisait, il hésitait, il mettait par quelque chose. C'est-à-dire à vous de à pouvoir, c'est vous le prof. Non, vous ne pouvez pas vous permettre. Voilà. Bonsoir à tous. D'abord, comme d'habitude, j'aimerais remercier le docteur pour son discours. Ok, moi j'aimerais savoir, on parle de la traduction, l'interprétation. Et par exemple, je prends un cas palpable. Si moi, par exemple, comme ça, je suis au département d'anglais, n'est-ce pas? Maintenant, je ne peux pas exercer dans ce domaine-là. Par exemple, je vais exercer dans la diplomatie, par exemple. Et l'institut pour lequel je travaille, et ces gens-là me considèrent comme l'interprète de l'institut. Parce que j'ai une licence en anglais dans mon CV. Et comme sur moi pour traduire les tics ou bien pour traduire les documents, ou bien pour interpréter. Mais est-ce que, sachant que moi je n'ai pas une expérience
je n'ai pas fait une étude dans ce domaine-là. Est-ce que moi je peux accepter ce poste? C'est quelque chose qui nous arrive tous. And staff interpreter or translator. Des fois, on fait cette distinction. Par exemple, celui qui a l'anglais, vous avez l'anglais, tout le monde sait que vous avez l'anglais, vous avez quelques connaissances. Bon, vous pouvez être amené à faire des traductions, faire un peu la traduction. Donc vous êtes un peu in-house, mais l'avantage que vous avez en tant que in-house, c'est que vous, en général, vous allez bien connaître la terminologie de la boîte. Vous connaissez le mode de fonctionnement de la boîte, et ça devrait vous aider, vous devrez pouvoir vous en sortir. Mais à condition de renforcer vos compétences professionnelles. Vous n'êtes pas formé, donc il faut chercher à renforcer vos compétences. Moi, j'ai un ami qui, son problème, c'est quoi? Il est feignant, on trouve. Il cherche la facilité. Il est dans la boîte depuis je ne sais combien d'années. Il accompagne le président du Parlement. Il connaît la terminologie. Il n'a jamais cherché. Dès qu'il y a un peu de traduction, machin, il fuit. Il y a des gens comme ça, ils tremblent. On leur amène un truc à traduire. Ah non, 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 il faut aller voir avec un tel. Il faut chercher à discuter avec les experts. Vous allez renforcer vos compétences. Parce que moi, que vous voyez comme ça, j'ai dû commencer quelque part. Quand on voyait dans le temps les Maliksi, qui a entendu le nom, Maliksi, c'est un Sénégalais qui a été à un moment le président de l'AIC, l'Association internationale des interprètes de conférences. Je pense que c'est le seul Africain à occuper ce poste-là. Nous, on les voyait à l'époque là, c'était des dieux. On dit, ah, c'est Malik. Mais jamais je n'aurais imaginé que je me retrouverais en cabine avec lui et de blaguer. Et même, je me rappelle, on a couvert une réunion où il a fini, il était fatigué à la fin, et l'orateur qui dit « God bless you » à la fin de son discours. Il dit « Que Dieu vous blesse ». Et je le tape comme ça, je dis « Malik, tu t'es écouté ?» Tu t'es écouté, et là, ça fait machin. Donc il s'est corrigé. Mais ça aurait pu. Et c'est le grand Malik qui dit que Dieu vous blesse. Don't coach me anyway. Ils ont des traducteurs, ils ont également des interprètes. Ils sont recrutés en tant que tels. C'est des gens qui, dans la quasi-totalité des cas, sont formés. Ils sont formés et il y en a, je vous l'assure, c'est des caïds, hein? Les interprètes et les traducteurs, ce n'est pas des ignares. Ils sont formés, ils ont fait de très bonnes écoles. Et ils passent un test. On vous fait passer un test. J'ai une amie qui a la bague actuellement. Elle était auparavant aux ACP. Quand elle était à Accra, on travaillait beaucoup ensemble avant qu'elle n'aille aux ACP. Aux ACP, elle passe le test des Nations Unies pour entrer aux Nations Unies en tant qu'interprète. Puis elle passe le test de la BAD. Elle a réussi les deux. Maintenant, elle dit, son cœur balance. Son cœur balance. Elle dit, je suis africaine, je reviens chez moi. Et elle est revenue, d'autant plus qu'elle a fait ses études secondaires et machin, ici en Côte d'Ivoire, donc sans être ivoirienne. Donc elle est revenue ici. Voilà un exemple du staff interpreter. Staff interpreter, et vous êtes le code de déontologie, d'abord le staff regulations. Vous êtes tenu par les staff regulations de manière générale et le code de déontologie de la profession. Mais quand vous êtes in-house, bon, des fois ça peut ne pas être honnête, vous pouvez ne pas être un vrai professionnel. Mais à vous maintenant de chercher à renforcer vos compétences, comme je l'avais dit, avec une formation continue, avec self-teaching aids, tout ça. Mais non, vous les jeunes là, vous avez beaucoup de possibilités. Vous vous imaginez à l'époque comment nous on apprenait? Il n'y avait rien, l'Internet ça n'existait pas.
Moi, j'avais des notes, comment on appelle ça? Pas des carnets, les grosses machins là. Ouh, je les bûchais comme un élève au primaire. C'est comme ça. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin. J'ai des glossaires dans mon téléphone. Vous pouvez avoir accès. Profitez-en, les jeunes. Merci. Merci, docteur. Oui, quand on revient, c'est la table ronde. Et nous allons être encore attentifs à ce que le débat soit ouvert. Merci. Je demande à la régie de nous donner le son.